Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre, Voyage autour de mon jardin. Auteur Alphonse Karr. Lettre 1. Vous souvient-il, mon ami, du jour où vous partîtes pour ce long et beau voyage dont les préparatifs vous occupaient depuis si longtemps? Non? J'arrivais le matin pour passer quelques instants avec vous, ainsi que j'en avais l'habitude. J'ignorais que ce jour fût celui de votre départ, et je restais surpris de l'air inusité qu'avait votre maison. Tout le monde paraissait inquiet et affairé. Vos domestiques montaient et descendaient rapidement. Une élégante calèche de voyage était tout attelée dans votre cour. Au moment où j'entrais, le postillon avait déjà placé une de ses grosses bottes sur l'étrier d'un des deux chevaux. Un de vos gens, monté en courrier pour commander les relais, tourmentait son cheval qui piaffait sous lui. Arrivé près de vous, je vous trouvais distrait et préoccupé. Vous parûtes faire un effort pour répondre à mes questions et m'adresser quelques paroles. Vous sembliez agité comme un oiseau qui va s'envoler. Vous me dîtes adieu en me serrant la main, puis vous montâtes dans la voiture. Arthur, votre valet de chambre, monta derrière, vous fîtes un signe, et le courrier partit au galop. En même temps, le postillon sortit de la cour et fit bruyamment claquer son fouet en manière de fanfare. Les voisins étaient aux fenêtres, les passants s'arrêtaient. Vous me fîtes encore adieu d'un signe de main, et vous dîtes au postillon, partez. Les chevaux prirent le galop, et ne tardèrent pas à disparaître au détour de la rue. Pour moi, je restais debout, étourdi, stupéfait, triste, mécontent, humilié, sans savoir précisément pourquoi. Les voisins refermèrent leurs fenêtres, les passants continuèrent leur route, votre portier fit crier sur ses gonds la porte cochère, et j'étais encore là, immobile dans la rue, ne sachant ni que faire, ni que devenir, ni où aller. Il me semblait que la seule route qu'il y eût au monde était celle que vous suiviez, et que vous l'emportiez avec vous. Cependant, je crus m'apercevoir qu'on me regardait avec étonnement, et je pris au hasard, pour m'en aller plutôt que pour aller quelque part, le côté opposé à celui par lequel vous aviez disparu. Je ne tardai pas à me demander où j'allais, et cette question m'embarrassa à un certain point. Les promenades me paraissaient tristes, et les gens maussades. Je pris le parti de rentrer chez moi. Chemin faisant, je commençai à penser de vous d'assez mauvaises choses. Je vous avais trouvé l'air presque dédaigneux. Vous sembliez flatté de l'attention qu'excitait votre départ et surtout votre train. Vous paraissiez laisser là votre rue, votre maison et votre ancien ami, comme on laisse des choses usées et dont on n'a plus que faire. Graduellement, je laissais germer dans mon cœur des sentiments presque haineux à votre égard, mais heureusement je les étouffai bien vite, quand je découvris que ce n'était rien autre chose que de l'envie. Tout bonheur excite un peu de haine. On ne demande pas mieux que de se figurer que ceux qui en jouissent ont envers nous quelques torts graves qui nous permettent de donner un nom un peu plus noble à ce sentiment bas et honteux dont le véritable nom est l'envie, et de l'appeler juste ressentiment, fierté légitime, dignité blessée. Une fois que j'eus reconnu le monstre, j'en triomphai bien vite, et je vous eus promptement justifié. Il ne me fut pas aussi facile de me justifier moi-même, à mon propre tribunal. Certes, le diable n'aurait guère de prise sur nous, s'il nous présentait les amorces qu'il nous tend sous leur véritable nom. Rentré chez moi, j'enviais encore votre bonheur, mais je ne vous l'enviais plus, et vous étiez redevenu pour moi un ami excellent et sûr, aussitôt que je me fus mis raisonnablement à ne plus chercher en vous ces proportions chimériques que l'on impose à un pauvre Pylade, sans s'occuper jamais d'examiner si l'on est soi-même pour un autre, ce qu'on exige qu'un autre soit pour vous. En un mot, chacun veut avoir un ami, mais on ne s'occupe guère d'en être un. Seulement, comme vous échappiez à ma mauvaise humeur, je m'en pris au sort, et je me plaignis amèrement de ma mauvaise fortune, qui ne me permettait pas de partir comme vous pour aller voir d'autres pays, d'autres hommes, d'autres climats, et je m'aperçus de ma pauvreté, à laquelle jusque-là je n'avais guère fait d'attention. Et quoi, me disais-je, serais-je donc toujours comme cette chèvre que je vois attachée à un piquet, au milieu d'un champ? Elle a brouté déjà toute l'herbe qui est dans le cercle que sa corde lui permet de parcourir, et il faut qu'elle recommence à tondre la luzerne déjà raccourcie, et semblable à du velours. En parlant ainsi, j'étais appuyé sur le balcon d'une fenêtre basse qui donne sur mon jardin, et je regardais machinalement devant moi. Le soleil se couchait, mes yeux d'abord et mon âme ensuite.
furent bientôt captivés par ce magnifique spectacle. Au plus haut du ciel, du côté du couchant, étaient 3 bandes de nuages. La plus haute était formée d'une sorte d'écume en flocons, grise et rose. La seconde était en longue teinte d'un bleu noirâtre, légèrement glacé d'un jaune de safran. La troisième était faite de nuages gris, sur lesquels se balançait une fumée jaune claire. Au-dessous était comme un grand lac d'un bleu vif, pur et limpide. Au-dessous de ce lac s'étendait un nuage gris avec une frange de feu pâle. Au-dessous de ce nuage, un autre lac d'un bleu un peu affaibli. Au-dessous, un nuage étroit d'un gris pareil à celui de la cendre chaude d'un volcan. Au-dessous, un nouveau lac d'un bleu verdâtre comme certaines turquoises, profond et limpide comme les autres. Au-dessous, de gros nuages dont la partie supérieure était blanche, glacée de feu pâle, et l'inférieure d'un gris sombre avec une frange du feu le plus éclatant. Là, dans une épaisse vapeur orange, se couchait le soleil, dont on ne voyait plus qu'un point rouge de sang. Puis quand le soleil eut disparu tout à fait, tout ce qui était jaune dans le tableau prit les nuances de rouge correspondantes, le bleu pâle ou verdâtre devint d'un azur plus plein et plus sombre. Et tout semblait, comme moi, admirer ces éternelles magnificences. Le vent avait cessé d'agiter les feuilles des arbres, les oiseaux ne se disputaient plus les places sous l'épaisse feuillée, on n'entendait pas un insecte bourdonner dans l'air, les fleurs, je le croirais, avaient fermé leurs riches cassolettes, rien ne cherchait à occuper ni à distraire les sens. Je pensais alors que, à quelques 20 lieues de là, dans votre calèche, avec votre courrier et votre postillon devant, et votre valet derrière, vous ne voyiez pas un plus splendide spectacle que celui qui s'étalait à mes yeux, et que sans doute vous en jouissiez avec moins de recueillement et de transport. Et je songeais à toutes les richesses que Dieu a données aux pauvres, à la terre, avec ses tapis de mousse et de verdure, avec ses arbres, ses fleurs, ses parfums, au ciel, avec ses aspects si variés et si magnifiques, à toutes ces éternelles splendeurs que le riche ne peut faire augmenter pour lui, et qui sont tellement au-dessus de ce qui s'achète. Je songeais à la délicatesse exquise de mes organes, qui me permet de goûter ces nobles et pures jouissances dans toute leur plénitude. Je rappelais encore combien j'ai peu de besoins et de désirs, la plus grande, la plus sûre et la plus indépendante des fortunes. Et les mains jointes et serrées, les yeux levés au ciel qui s'assombrissaient par degrés, le cœur plein de joie, de sérénité et de reconnaissance, je demandais à Dieu pardon de mes plaintes et de mon ingratitude, et je le remerciais de toutes les richesses qu'il m'a prodiguées. Quand je m'endormis le soir, j'avais fort grande pitié de ces pauvres riches. Vallée. Stephen. Fin du lettre 1. Lettre 2. Comme le matin j'étais à ma fenêtre, j'aperçus dans un angle une toile d'araignée. Le chasseur, qui avait tendu là ses filets, était occupé à réparer des avaries causées, la veille au matin, par quelque proie d'une grosseur imprévue ou d'une résistance désespérée. Quand tout fut en état, l'araignée, qui était 2 fois grosse et lourde comme la plus grosse mouche, marcha sur sa toile sans briser une maille, et alla se cacher dans un coin obscur et se mettre à l'affût. Je la regardai longtemps, 2 ou 3 mouches, volant à l'étourdie, se prirent dans les raies perfides, se débattirent en vain. L'implacable Nemrod arriva sur les captives et les suça sans miséricorde, après quoi elle refit 1 ou 2 mailles rompues, et retourna à son embuscade. Mais voici une autre araignée plus petite, pourquoi a-t-elle quitté sa toile et ses embûches? Hélas! C'est un mâle et un mâle amoureux, il ne songe plus à la chasse, il est semblable au fils de Thésée. Mon arc, mes javelots, mon char, tout m'importune. Il s'approche et il s'éloigne, il désire et il craint. Le voici sur le premier fil de la toile de celle qu'il aime, effrayé de tant d'audace, il recule et s'enfuit, mais c'est pour revenir bientôt. Il fait 1 pas, puis 2, et s'arrête. Vous avez vu des amants timides, vous l'avez été vous-même, si vous avez aimé réellement. Vous avez frémi de terreur sous le regard pur et innocent d'une jeune fille, vous avez senti votre voix trembler auprès d'elle, et certains mots que vous vouliez et que vous n'osiez dire, vous serraient la gorge au point de vous étrangler. Mais jamais vous n'avez vu un amant aussi timide que celui-ci, et il a pour cela de bonnes raisons. L'araignée femelle est beaucoup plus grosse que le mâle, ainsi que cela est à peu près général dans les insectes. Si au moment où le mâle se présente, son cœur a elle à parler, elle cède, comme tous les êtres, à la douce influence de l'amour,
Elle s'adoucit comme la panthère, elle se livre à la douceur d'aimer et d'être aimée, et de se le laisser dire, elle encourage son timide amant, et sa toile ne devient plus pour cet amant aimé, que l'échelle de soie des romanciers. Mais si elle est insensible, si son heure n'est pas encore venue, elle s'avance lentement néanmoins au-devant du tremblant Hippolyte, qui cherche en vain dans ses traits s'il doit craindre ou espérer. Puis, quand elle est à quelques pas de l'amoureux, elle s'élance sur lui, le saisit et le mange. Certes, c'est alors que les plus anciennes et les plus ridicules métaphores inventées par les amoureux cessent d'être des métaphores, et prennent un sens réel et effrayant. Voilà un amoureux qui a le droit de se plaindre des rigueurs de sa belle ennemie. Voilà un amant qu'on n'accusera pas d'exagération s'il glisse dans l'aveu de ses sentiments, cette question dont on a un peu abusé, faut-il vivre ou mourir, ou cette phrase, si vous repoussez mon amour, ce sera l'arrêt de ma mort. Celui-ci cependant fut moins malheureux. La belle s'avança de son côté. Il l'attendit quelques instants dans une visible anxiété, mais, soit qu'il eût aperçu dans sa démarche quelques signes inquiétants, soit que la coquette ne sût pas bien composer sa physionomie, ce que je ne pus distinguer à cause de ses proportions, soit qu'elle laissa voir dans son air plus d'appétit que d'amour, ou encore que l'amoureux ne fut pas atteint d'une de ces flammes intenses qui font braver tous les dangers. Il prit la fuite avec une telle rapidité que je le perdis de vue, ainsi que fit sans doute son inhumaine, car elle retourna tranquillement se cacher dans son embuscade, attendre d'autres proies. J'avais déjà assisté à de semblables scènes, car j'ai passé une grande partie de ma vie seule et à la campagne, et j'ai de tout temps étudié les mœurs des insectes, mais, cette fois, le petit drame dont je venais d'être spectateur me laissa une impression particulière et me fit penser à vous. Certes, me dis-je, c'est une singulière inquiétude de l'esprit que l'amour des voyages, et les voyageurs sont d'étranges gens qui s'en vont à de grandes distances et à grands frais, pour voir des choses nouvelles, sans avoir pris la peine de regarder à leurs pieds ni sur leur tête, où il se passe tant de choses extraordinaires et aussi inconnues qu'on le puisse désirer. Le voilà parti, continuai-je en pensant à vous, il peut bien faire le tour du monde sans rencontrer un genre d'amour aussi étrange que celui dont je viens d'être témoin à ma fenêtre. Sous quelque partie du ciel qu'il demeure, de quelque façon qu'il s'habille ou ne s'habille pas, les hommes vivent sur 4 ou 5 passions toujours les mêmes, qui ne varient pas dans le fond, et très peu dans la forme. Nulle part l'amour ne lui présentera un drame aussi singulier que celui qui vient de se passer sous mes yeux. Dans cette touffe de mousse verte comme l'émeraude, chatoyante comme le velours, et grande comme la paume de la main, il y a des amours, des haines, des combats, des transformations et des miracles qui nous sont inconnus et que nous n'avons jamais regardés. Bien plus, dans les grandes choses et surtout dans ce qui regarde l'homme, la nature semble s'être astreinte à des règles presque invariables, tandis que dans les fleurs et dans les insectes, elle paraît s'être livrée aux plus étranges et aux plus ravissantes fantaisies. Bizarre manie que celle qui fait que la plupart des hommes ferment les yeux sur tout ce qui les entoure, et ne les daignent ouvrir qu'à 500 lieues de leur pays. Eh bien, m'écriai-je, et moi aussi je vais faire un voyage, et moi aussi je vais voir des choses nouvelles et extraordinaires, et moi aussi j'aurai des récits à imposer. Faites le tour du monde, moi je vais faire le tour de mon jardin. Je vous attendrai ici, mon ami, vous me retrouverez sous mon figuier ou sous un de mes chèvrefeuilles, et je vous ferai avouer qu'il y a une grande et terrible punition pour les voyageurs comme pour les amants inconstants, pour les voyageurs, l'arrivée, pour les inconstants le triomphe, car ils voient alors combien se ressemblent tous les pays et toutes les femmes. Qu'allez-vous voir là-bas, et comme vous serez fier, dans votre première lettre, si toutefois vous pensez à m'écrire, de me raconter que vous avez vu des femmes tatouées et peintes de diverses couleurs, avec des anneaux dans le nez. Comme je vous dirais, et quoi, mon bon ami, pourquoi courriez-vous si loin? Que n'alliez-vous, à 2 rues de votre maison? Rien ne vous eût empêché de regarder votre belle-sœur, qui, à l'exemple de 100 autres femmes que vous connaissez, et dont chacune est à la fois peintre, original et portrait, se met du blanc et du rouge sur le front et sur les joues, du noir au coin des yeux, du bleu pour faire ressortir certaines veines, et se passe des anneaux dans les oreilles, comme vos femmes sauvages s'en mettent dans le nez. En quoi est-il beaucoup plus drôle de percer un cartilage qu'un autre, et cela vaut-il d'aller si loin? Je sais bien que vous verrez là-bas des escrocs et des courtisanes, des imbéciles, des hypocrites, des orgueilleux, des égoïstes, des envieux, des mendiants,
Mais n'avez-vous donc pas remarqué qu'il y en a également quelques-uns ici? Ou bien est-il si difficile d'avoir en ce pays-ci ou faim ou soif, ou trop chaud ou trop froid, que vous pensez à aller ainsi au loin? Est-il quelque peste, ou quelque fièvre, ou quelque lèpre inconnue à notre pays, que vous sentiez le besoin d'avoir? Ou êtes-vous si ennuyé des mouches qui nous impatientent ici l'été, que vous fassiez 2000 lieues pour être piqué par des moustiques? Tout à vous, Stephen. Fin du lettre 2. Lettre 3. J'ai encore songé, presque toute cette nuit, à vous et à vos voyages, et j'en suis arrivé à ne plus vous comprendre. Connaissez-vous donc bien ces mouches qui brillent et bourdonnent autour de vous, ces fleurs qui s'épanouissent et parfument l'air, ces oiseaux qui chantent, ces feuilles qui frémissent, cette eau qui murmure? Les avez-vous tous regardés chacun une fois seulement, et chacune des parties qui les composent? Les avez-vous suivis de leur naissance à leur mort? Avez-vous vu leurs amours et leurs hyménées, avant d'aller au loin, voir des choses que vous n'avez pas vues? Pour moi, j'ai eu ce matin une grande joie dont je vais vous faire part. J'ai acheté, il y a 3 ans, un tapis ruineux pour le mettre dans mon cabinet de travail. C'est ainsi que j'appelle une chambre assez bien arrangée, où je m'enferme parfois pour ne rien faire, et ne pas être interrompu. Ce tapis représente des feuillages d'un vert sombre, parsemés de grandes fleurs rouges. Hier, mes yeux sont tombés sur mon tapis, et je me suis aperçu que les couleurs en étaient fort passées, que le vert en est devenu d'un verdâtre assez laid, que le rouge est fané d'une manière déplorable, et que la laine est râpée, et montre la corde sur tout l'espace qui conduit de la porte à la fenêtre, et de la fenêtre à mon fauteuil au coin de ma cheminée. Ce n'est pas tout, en dérangeant une énorme et pesante table de bois sculpté, j'ai fait un accroc au tapis. Tout cela m'a effrayé à un certain point, j'ai fait recoudre la déchirure, mais je n'ai pu rendre la fraîcheur au feuillage ni l'éclat aux fleurs rouges. Mais ce matin, en me promenant au jardin, je me suis arrêté devant la pelouse qui en est à peu près le milieu. À la bonne heure, me suis-je dit, voilà un tapis comme je les aime, toujours frais, toujours beau, toujours riche. En effet, il m'a coûté 60 livres de graines de gazon, à 5 sous la livre, c'est-à-dire 15 francs, et il est à peu près du même âge que celui de mon cabinet, qui m'a coûté 100 écus. Celui de 100 écus n'a subi que de tristes changements, il est aujourd'hui pauvre, et plus pauvre qu'un autre de toute sa splendeur ternie, râpé, honteux, rapiécé. Celui-ci devient chaque année plus beau, plus vert, plus touffu. Et avec quel luxe il change et se renouvelle. Au printemps, il est d'un vert pâle et semé de petites marguerites blanches et de quelques violettes. Un peu après, le vert devient plus foncé, et les marguerites sont remplacées par des boutons d'or vernissés. Aux boutons d'or succèdent les trèfles roses et blancs. À l'automne, mon tapis prend une teinte un peu jaune, et au lieu du trèfle rose et du trèfle blanc, il est semé de colchiques qui sortent de terre comme de petits lys violets. L'hiver, il est blanc de neige à éblouir les yeux. Puis au printemps, comme dans l'automne, on a quelquefois marché et dansé dessus, comme il est un peu écrasé, déchiré, il se raccommode de lui-même, de telle façon qu'on ne peut plus retrouver ses blessures ni même leurs cicatrices, pendant que mon autre tapis reste là avec ses éternelles fleurs rouges qui ne font qu'enlaidir chaque jour, et avec ses déchirures mal recousues. Mon Dieu, que je suis donc riche! M'écrirez-vous comme vous me l'avez promis, et moi, je vous écrirai mon voyage, je ne sais trop où vous l'envoyer, vos lettres me diront où et quand je puis le faire. Mais qu'allez-vous donc voir là-bas, que vous ne puissiez voir ici? Je vais essayer de me décrire, comme de votre part, quelques pays lointains. Voyons. Le ciel est gris comme une lourde coupole de plomb, la terre est couverte d'un linceul de neige, les arbres livrent au vent aigre leurs noirs squelettes, à leurs pieds naissent et végètent les champignons vénéneux, les fleurs sont mortes, l'eau glacée est immobile entre ces rivages sans herbe. Ceux qui tiennent absolument à appeler les fontaines des miroirs ou les bergères, contemplent leurs naïfs attraits et arrangent leur simple parure, ceux qui ne voient dans la nature que ce qu'ils ont lu préalablement dans les livres, sont obligés de dire que leurs poétiques miroirs sont tournés du côté du vif argent. Quelques sapins, dans leur feuillage triste et sombre, donnent asile seulement à quelques oiseaux muets et hérissés par le froid, qui se disputent affamer les fruits laissés sur les arbres sans feuillage, les baies pourpres de l'aubépine, les baies écarlates des sorbiers, les baies oranges du buisson ardent, ou celles noires du troène ou bleuâtres du laurier teint. Il n'y a dans l'air ni chant d'oiseaux,
ni bourdonnement d'insectes, ni parfum de fleurs. Le soleil ne reste chaque jour que quelques heures à l'horizon, il se lève et se couche dans de pâles et tristes lueurs. Quel est ce pays ? Si c'était vous, mon bon ami, qui m'écrivissiez ces lignes, vous appelleriez ces tristes climats la Norvège avec ses neiges et ses glaces. Pour moi, ce pays c'est mon jardin l'hiver, c'est mon jardin dans 6 mois, je n'ai qu'à attendre. Je n'ai pas besoin non plus d'aller chercher à travers 1000 dangers, et qui pis est, 1000 ennuis, les riches pays où l'on adore le soleil, j'attendrai quelques jours, et le soleil me fera chercher l'ombre et la fraîcheur. Il y aura des instants où les fleurs se pencheront languissamment, où on entendra dans les herbes séchées, que les cris monotones de la sauterelle, où l'on ne verra dehors que les lézards. Alors les nuits seront fraîches, douces et embaumées. Les arbres en fleurs et pleins de rossignols, exhaleront des parfums et des mélodies célestes. Dans les gazons brilleront les lucioles, les vers luisants comme des violettes de feu. Vous m'écrirez tout cela de quelques contrées de l'Amérique. Moi, je vous l'écrirai après-demain de mon jardin. Les saisons qui se renouvellent sont les climats qui voyagent et qui me viennent trouver. Vos longs voyages ne sont que des visites fatigantes que vous allez rendre aux saisons, qui d'elles-mêmes seraient venues à vous. Mais il est un autre pays, une ravissante contrée qu'on chercherait en vain sur les flots de la mer ou à travers les montagnes. En cette contrée, les fleurs n'exhalent pas seulement de suaves parfums, mais aussi d'enivrantes pensées d'amour. Chaque arbre, chaque plante y compte, dans un langage plus noble que la poésie et plus doux que la musique, des choses dont aucune langue humaine ne saurait même donner une idée. Le sable des chemins est d'or et de pierreries. L'air est rempli de chants auprès desquels ceux des rossignols et des fauvettes que j'entends aujourd'hui me semblent des coassements de grenouilles dans leurs marais fangeux. L'homme y est bon, grand, noble et généreux. Toutes les choses y sont au rebours de celles que nous voyons chaque jour. Tous les trésors de la terre, toutes les dignités réunies seraient un objet de risée si ou venait les offrir en échange d'une fleur fanée ou d'un vieux gant oublié sous une tonnelle de chèvrefeuille. Mais qu'est-ce que je vous parle de chèvrefeuille ? Pourquoi suis-je forcé de donner les noms de fleurs que vous connaissez aux fleurs de ces charmantes régions ? Dans ce pays, on ne croit ni à la perfidie, ni à l'inconstance, ni à la vieillesse, ni à la mort, ni à l'oubli qui est la mort du cœur. L'homme n'y a besoin ni de sommeil, ni de nourriture. D'ailleurs un vieux banc de bois est là 1000 fois plus doux que l'édredon ailleurs. Le sommeil y est plus calme et plus rempli de rêves charmants. L'âpre prunelle des haies, le fruit fat des ronces, y ont une saveur si délicieuse, qu'il serait ridicule de les comparer aux ananas des autres régions. La vie y est plus douce que les rêves n'osent l'être dans les autres pays. Allez donc chercher ces poétiques contrées. Hélas, en réalité, c'était un mauvais petit jardin dans un affreux quartier. Quand j'avais 18 ans, quand j'étais amoureux, et quand celle que j'aimais y venait un instant, au coucher du soleil. Et d'ailleurs, ne faisons-nous pas dans la vie un voyage terrible et sans relâche ? N'est-ce donc rien que d'arriver successivement à tous les âges, d'y prendre et d'y laisser quelque chose ? Tout ce qui nous entoure, ne change-t-il pas chaque année ? Chaque âge n'est-il pas un pays ? Vous avez été enfant, vous êtes jeune homme, vous deviendrez vieillard. Croyez-vous trouver entre deux peuples, quelque éloignés qu'ils soient l'un de l'autre, autant de différences qu'entre vous enfants et vous vieillards ? Vous êtes dans l'enfance, l'homme y a les cheveux blonds, le regard assuré et limpide, le cœur allègre et joyeux. Il aime tout, et tout semble l'aimer, tout lui donne quelque chose, et tout lui promet bien plus encore. Il n'y a rien qui ne lui paie un tribut de joie, rien qui pour lui ne soit un jouet. Les papillons dans l'air, les bluets dans les blés, le sable des rivages, la luzerne des champs, les allées vertes des bois, tout lui donne des plaisirs, tout lui promet tout bas des bonheurs mystérieux. Vous arrivez à la jeunesse, le corps est souple et fort, le cœur noble et désintéressé. Là, vous brisez violemment vos jouets de l'enfance, vous souriez avec amertume de l'importance que vous y avez attachée, parce que vous trouvez alors de nouveaux jouets que vous traitez avec le même sérieux. C'est le tour de l'amitié, de l'amour, de l'héroïsme, du dévouement. Vous avez tout cela en vous, vous le cherchez chez les autres. Mais ce sont des fleurs qui se fanent, et elles ne fleurissent pas en même temps dans tous les cœurs. Chez celui-ci, elles ne sont qu'en bouton, chez celui-là, elles sont depuis longtemps passées. Vous réclamez hautement l'accomplissement de vos désirs, comme vous réclameriez de saintes promesses. Il n'y a pas une fleur,
pas un arbre qui ne vous semble vous avoir trahi. Mais vous voici arrivé à la vieillesse. On y a les cheveux gris ou blancs ou une perruque. Les belles fleurs dont nous parlions y portent leurs fruits inattendus. L'incrédulité, l'égoïsme, la défiance, l'avarice, l'ironie, la gourmandise. Vous riez des jouets de la jeunesse, parce que vous en trouvez là encore d'autres que vous prenez encore au sérieux. Les places, les croix, les cordons de diverses couleurs, les honneurs, les dignités. Les jours et les années sont des traits que la mort nous lance. Elle vous a réservé ses plus pénétrants pour la vieillesse. Les premiers ont tué successivement vos croyances, vos passions, vos vertus, vos bonheurs. Maintenant, elle tire à mitraille, elle a abattu vos cheveux et vos dents, elle a blessé et affaibli vos muscles, elle a touché votre mémoire, elle vise au cœur, elle vise à la vie. Alors tout vous est ennemi dans la jeunesse, les belles nuits d'été vous apportaient des parfums, des souvenirs, de ravissantes rêveries, elles n'ont plus pour vous que des rhumes et des pleurésies. Vous haïssez les gens qui sont plus jeunes que vous, parce qu'ils doivent hériter de votre argent, ils héritent déjà de votre jeunesse, de vos croyances, de vos rêves, de tout ce qui est déjà mort en vous. Dites-le moi, sommes-nous aujourd'hui ce que nous étions hier, ce que nous serons demain? N'avons-nous pas à faire sur nous-mêmes, chaque jour, de singulières observations? Ne nous offrons-nous pas à nous-mêmes un spectacle curieux? Allons, je commencerai mon voyage demain, et je me mettrai en route, car je finirai par trouver que c'est encore trop se donner de mouvement que de faire le tour du jardin. Vallée. Fin du lettre 3. Lettre 4. Je suis en route, mon bon ami, et deux choses déjà m'embarrassent. D'abord, je ne sais pas bien à quelle distance précise du point de départ il faut être, pour avoir le droit de se servir dans le récit de ce prétérit emphatique qui donne tant d'importance aux voyageurs. Nous partîmes, nous cinglâmes, nous vîmes, nous aperçûmes, nous bûmes, etc. Ai-je bien le droit d'employer ce langage, qui est la vraie langue des voyages? Et si je ne l'emploie pas, mon voyage sera-t-il un vrai voyage? Seconde difficulté, dans les récits que, sans doute, vous me faites en même temps que j'écris pour vous mes voyages, vous avez sur moi un avantage inappréciable. Si à quelque narration un peu extraordinaire, à quelque description surnaturelle, je m'avise d'un oh, ou d'un geste d'incrédulité ou même d'admiration mêlé de défiance, vous me répondrez, allez-y voir. C'est à 3000 lieues d'ici. Vous savez bien que je ne le ferai pas. Si au contraire, je vous étonne par quelque chose d'inusité ou de prodigieux, je n'ai pas la même ressource, je ne puis que vous dire, regardez vous-même, c'est à droite ou à gauche, c'est sur ce rosier qui est au bout de l'allée, ou c'est sur cette pervenche qui est à vos pieds, ou dérangez-vous un peu, ce que je vous raconte est dans la mousse sur laquelle vous marchez, vous écrasez ma preuve. Je n'ai donc à vous dire que la vérité, tandis que vous, persuadés qu'on croit toujours que les voyageurs mentent, vous ne vous renfermerez pas dans une vertu qui ne vous rapporterait aucun honneur, et qui vous ferait simplement accuser de sécheresse et de pauvreté d'imagination. J'ai vu votre costume de voyage, mon cher ami, je vous dois la description du mien, c'est une vieille robe de chambre de velours noir que vous me connaissez, avec un bonnet pareil et des pantoufles de maroquin jaune, je ne suis point armé. Je sors de mon cabinet de travail à 6h moins un quart, le soleil monte à l'horizon. Ses rayons scintillent comme une poussière de feu à travers les feuilles de grand sorbier, et viennent colorer ma maison d'une teinte douce mêlée de rose et de safran, je descends 3 marches. Nous voici en Chine. Vous m'arrêtez à mon premier pas, avec un sourire de dédain. Ma maison est entièrement tapissée par une glycine. La glycine est un arbrisseau grimpant et sarmenteux, qui a un feuillage à peu près semblable à celui des acacias, et duquel pendent de nombreuses et grandes grappes de fleurs d'un bleu pâle, qui exhalent la plus suave odeur. Cette magnifique plante vient de la Chine, peut-être l'admirez-vous là-bas quand je la contemple ici. Je ne crois pas exagérer, même pour vous, quand je vous dirai que je trouve cela 1000 fois plus beau que les plus riches palais. Cette maison de bois toute verte, toute fleurie, toute parfumée, qui tous les ans a plus de verdure, plus de fleurs et plus de parfums. Sous le toit qui avance est un nid de roitelet, un tout petit oiseau ou plutôt une pincée de plumes brunes et grises comme celle d'une perdrix, qui court sur les vieux murs, et fait de mousse et d'herbe un nid qui a la forme d'une bouteille. Je te salue, petit oiseau, qui sera mon hôte pour cette année.
Sois le bienvenu dans ma maison et dans mon jardin. Soigne et élève ta nombreuse famille. Je te promets paix et tranquillité. On respectera ton... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.